Selon Action contre la faim, en France, en 2024, 8 millions de personnes étaient frappées par l'insécurité alimentaire. Dans le Grand Lyon, malgré une offre abondante, trop de personnes vivent dans l'ombre d'inégalités structurelles qui les empêchent de bénéficier d'un droit fondamental, celui de se nourrir de manière saine et dans le respect de leur dignité. Partout en France, l'abondance de l'offre alimentaire se heurte à une réalité brutale. L'accès à une alimentation saine et de qualité reste un luxe inaccessible pour les personnes en situation de précarité. Comme l'explique la sociologue Bénédicte Bondy, dans le système alimentaire actuel, les personnes précarisées sont dans une dépendance structurelle aux dons et à l'aide alimentaire. Cette aide, bien qu'animée par des intentions solidaires, ne peut que dépendre d'un circuit de surproduction qui profite à l'agro-industrie. Ce constat nous oblige à remettre en question les fondements d'un système alimentaire qui, au lieu de garantir un droit sans condition à une alimentation de qualité, profite du travail d'associations qui proposaient à l'origine des solutions transitoires. Devant cette montagne d'obstacles, des citoyennes et des citoyens ont refusé de baisser les bras et ont choisi l'action. Ces actions mettent en avant la notion de souveraineté alimentaire, qui vise à garantir une réelle démocratie à propos de ce qui se trouve dans nos assiettes. Notre projet est né de cette fin de justice. À travers les luttes sociales et alimentaires, nous souhaitons vous montrer ce à quoi ressemble le système en lequel veulent croire ces citoyennes et ces citoyens, leurs revendications, leurs questionnements, mais surtout leurs espoirs. Explorons donc ensemble 3 initiatives qui façonnent à Lyon le droit à l'alimentation. Au cœur de l'archipel, tiers-lieu porté par l'EMA, la ville de Villeurbanne et les Restos du Cœur, la Cantina propose des espaces d'échange et de solidarité où se croisent des personnes au parcours varié. Dans un contexte où l'alimentation n'est pas toujours choisie par les personnes en situation de précarité, la Cantina veut donner une place centrale au plaisir et au choix dans l'alimentation. Judith, coordinatrice de la Cantina, revient sur le projet. Donc, je m'appelle Judith. Et cette cantina, elle est née à la sortie du confinement et de la première crise sanitaire. C'est une commande publique en fait à la demande de la DIAL, qui est la Direction interministérielle hébergement-logement. Et en fait, à la sortie de la crise sanitaire, il y a eu une sorte de prise de conscience de la question de la grande précarité alimentaire et le désir de créer des tiers-lieux de lutte contre la précarité alimentaire. Et la cantina est l'archipel, parce que la cantina fait partie d'un projet plus large qui s'appelle l'archipel, et un des 69 projets qui ont été retenus. Donc il y a 69, pas cantina, mais 69 tiers-lieux en France. Et l'archipel, c'est composé de la cantina et les camions du cœur qui font une distribution alimentaire tous les soirs de la semaine. Et à nous deux, on compose l'archipel. À la cantina, l'idée, ça a été de créer des petites cuisines qui soient de taille bien plus familiale, conviviale, intime, pour que des familles qui sont hébergées à l'hôtel puissent venir cuisiner elles-mêmes, partager un repas, ramener à l'hôtel ce qu'elles ont cuisiné. Donc il y a 3 grandes cuisines de 40 mètres carrés qui peuvent accueillir au total 6 familles en même temps. Une buanderie pour que les personnes puissent laver leur linge. Et à côté de ces espaces qui sont spécifiquement dédiés à ce public, on a décidé de créer aussi un café associatif qui lui est ouvert au grand public, aux familles, mais aussi aux habitants, aux partenaires, aux gens du quartier. Et l'idée, c'était aussi de se dire que ce café, il ferait trait d'union avec l'environnement. Donc dans ce café, le jeudi midi, il y a un petit service de restauration. C'était aussi un prétexte pour faire du lien, comme je viens de le dire. Donc tous les jeudis midi, on peut venir manger un plat à 6 €, donc plat café. On sert des gnocchis, toujours des gnocchis. Et le dernier jeudi du mois, c'est un repas syrien, parce qu'actuellement, la famille qui est en cuisine tenait un restaurant à Alep. Donc voilà, pour valoriser aussi ce qu'ils font, on a décidé de faire un repas syrien le dernier jeudi du mois. Et il y a un concert aussi une fois par mois dans le café le dernier jeudi du mois. Ici, on n'est pas dans un lieu de distribution. L'idée, c'était de se dire de s'inscrire plutôt dans quelque chose autour de l'alimentation. Enfin, le cœur, évidemment, c'est la question alimentaire. Notre travail, c'est aussi de fabriquer du lien, que ça soit entre les familles, que ça soit avec les habitants, que ça soit entre le café et les familles, avec quelqu'un qui pousse la porte. Donc on n'est pas à côté de l'aide alimentaire, parce qu'on contribue vraiment à cette lutte contre la précarité alimentaire, mais on n'est pas dans une volonté d'éducation à l'alimentation. La Cantina peut aussi compter sur ses bénévoles, comme Christian, enseignant retraité. Il nous raconte. Alors j'ai connu la cantina en venant un soir ici lors d'une
Lors d'une soirée, j'étais disponible, j'ai dû avoir besoin de quelqu'un. Bon, le lieu était à la fois plaisant et puis avait du sens, de donner un peu de son temps pour être solidaire avec les gens. Donc, c'était aussi simple que ça, quoi. Le jeudi, j'assure tout ce qui est au bar, la préparation du café, la préparation du vin, des choses comme ça. Et après, je fais la plonge. La cantina fait partie de ces projets qui contribuent à faire vivre les droits à l'alimentation. Elle agit en plaçant la dignité au cœur de ses activités, en valorisant les circuits courts et en défendant une alimentation choisie, de qualité et accessible à toutes et tous. Mais comment y parvenir à plus grande échelle? Judith nous livre ses espoirs à ce sujet. Aborder le grand monde dans son ensemble, c'est difficile. Enfin, moi, je ne sais pas très bien faire ça. Mais par contre, avoir un micro-territoire où on se dit on peut expérimenter ensemble avec les Restaurants du Cœur, avec la ville, avec nous. Oui, de commencer par quelque chose de petit, mais de s'appliquer à faire le petit qu'on fait extrêmement bien. Enfin, j'ai l'impression que ça serait comme ça que je m'y prendrais. Moi, j'aimerais qu'il y ait une cantina dans tous les arrondissements de Villeurbanne, de Lyon, des villes, dans les campagnes. Enfin, en même temps, on n'a pas inventé la poudre. Et avant, il y avait des cafés partout dans les campagnes. Je pense que ça avait aussi cette fonction. Donc on est dans des déclinaisons contemporaines, d'espaces collectifs à partager. Ici, je pense que c'est la question de l'autre, des gens. Je crois qu'il faut aimer les gens. Voilà. À la Mulatière, le FETU se donne pour objectif de favoriser la justice sociale et alimentaire. Ici, manger sainement est un droit. C'est la mission que s'étaient données les associations Belle Bouffée Singa Lyon en créant ce lieu. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Pesselon, je suis directeur du FETU. C'est un tiers-lieu de l'alimentation et de l'hospitalité sur la métropole de Lyon. Le tiers-lieu a ouvert au printemps 2023, donc on fête nos 2 ans. Et dans ce beau tiers-lieu, engagé et gourmand, on a 3 activités principales. Une activité de cantine solidaire, une activité de coworking avec 12 structures de l'économie sociale et solidaire, et une activité de programmation socio-culturelle inclusive pour que tout un chacun puisse profiter de différentes activités. On est aussi sur une volonté de pouvoir encore plus s'ouvrir, avec l'exemple concret du jeudi matin, où on a le café social du FETU qu'on ouvre pour celles et ceux qui veulent venir se poser. Et du coup, on a café, thé à prix libre pour pas que ça soit un frein. Et après, en plus, on a la possibilité d'acheter, si on souhaite, des petits gâteaux pour accompagner notre matinée au café. On accueille du coup un marché, on a une soirée concert une fois par mois, on a des ateliers cuisine quasiment tous les 15 jours. L'objectif étant, c'est que toutes les activités qui sont proposées aujourd'hui doivent être plus connues par des gens qui habitent le quartier, qui travaillent dans le quartier et qui souhaitent venir pousser la porte. Alors le FETU, c'est l'ancienne cantine des cheminots de la SNCF. Du coup, il y a quand même une vraie symbolique forte de transmission du patrimoine industriel dans un premier temps. Et puis en plus, il y a un lien quand même sensé avec l'alimentation. Il faut quand même savoir qu'ici, il y avait entre 3 et 4 000 personnes qui mangeaient par jour sur le rez-de-chaussée et le premier étage. Maxime, cuisinier engagé, a rejoint le lieu pour défendre une autre vision de la cuisine et de la restauration. Il nous raconte. Alors, je m'appelle Maxime. Moi, j'ai connu le FETU quand ils ont ouvert le lieu. Je cherchais du travail tout simplement et le lieu me plaisait plus pour des raisons politiques et d'engagement. En gros, on accueille des cuisiniers en résidence donc, qui voudraient essayer un projet de restauration et on leur permet d'avoir accès à une cuisine professionnelle pour voir si leur projet en soi est viable. C'était aussi ce côté-là qui m'intéressait plus que j'aimerais bien potentiellement me reconvertir en prof de cuisine plus tard. Moi, je pense qu'à terme, de toute façon, un restaurant classique aujourd'hui, c'est pas écologique, même que ce soit en termes de ressources utilisées par rapport à l'eau. Enfin, de toute façon, c'est pas écologique. Je pense qu'à terme, des cantines comme ça, c'est beaucoup plus rentable et plus économe, plus écologique. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est intéressant pour moi en tout cas ici. Chaque semaine, des chefs en résidence, souvent en exil, revisitent leurs recettes traditionnelles. C'est le programme des résidences des chefs. Le programme de résidence des chefs a été lancé dès le départ du FETU avec une volonté de pouvoir accueillir des chefs en exil qui n'avaient pas les moyens financiers
pour ouvrir leur propre restaurant. On accueille aujourd'hui des chefs entre 10 et 12 semaines sur 3 services, donc le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi midi, avec la charte alimentaire du Fait-Tout. C'est-à-dire que les chefs qu'on accueille sont dans l'obligation de nous proposer une cuisine végétarienne, de saison et en circuit court avec des produits bio. Pourquoi on a 3 tarifs? C'est parce qu'on demande à celles et ceux qui ont les moyens de donner un peu plus. C'est-à-dire que notre menu il est à 13 €. Celles et ceux qui veulent nous faire des micro-dons, c'est possible. Tous les 13 € générés, ça nous permet de créer un ticket d'invitation que nous on redistribue aux partenaires de l'action sociale qui distribuent directement auprès des publics. Et les publics qui après viennent manger chez nous directement. Aujourd'hui, le droit à l'alimentation, ça doit être une autoroute qu'on doit prendre et on doit y aller vraiment. Les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation sur certains territoires en France sont une vraie réussite. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir reproduire ces expérimentations pour qu'on ait un vrai sens parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème d'alimentation, de la graine à l'assiette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des paysans et paysannes qui malheureusement souffrent de leur travail et on a des mangeurs et des mangeuses qui s'alimentent pas de la meilleure manière. Donc du coup, aujourd'hui, c'est comment on arrive à travailler ce parcours-là, de la graine à l'assiette, d'une manière juste, en circuit court, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui marche. Et on a quand même la chance, nous, à Lyon, d'être quand même pas loin de personnes qui cultivent toute l'année pour être en capacité de montrer que ça marche. Du coup, aujourd'hui, nous, tous nos produits, ils viennent à moins de 150 km du Fait-Tout. C'est possible, c'est un choix. Le bio, on sait que c'est aussi plus cher que le reste. Mais du coup, c'est aussi une volonté de se dire que comment on peut transformer nos alimentations. Et ça, c'est un réel défi. Le Fait-Tout est un modèle innovant et solidaire qui offre à chacun et chacune le pouvoir d'agir pour une cause fondamentale, l'accès à une alimentation saine, durable et digne pour tous et toutes. Et venez découvrir le Fait-Tout pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Dans un marché bio de Lyon 8e, nous rencontrons Mariella, coordinatrice de la Caisse de l'alimentation. Territoire à Vivre, c'est un groupement d'associations au niveau national au départ, qui se sont constituées pour travailler sur l'accès digne à l'alimentation de qualité pour toutes et tous. On retrouve dans ce collectif l'association VRAC, l'UGES qui est l'Union des épiceries sociales et solidaires au niveau national, le Secours catholique, les CIVAM et les Jardins de Cocagne. Dans le cadre de Territoire à Vivre, donc il y avait sur l'axe démocratie alimentaire, il y a un comité d'habitants qui a été constitué, qui s'appelait la Table du 8e, et qui était un peu autour de la MESA, la Maison engagée et solidaire de l'alimentation, qui a ouvert en 2022. Donc il y avait avec des habitants, il y a tout un travail sur la création de cette maison. Et les personnes se réunissaient régulièrement pour parler d'alimentation dans le quartier. Et petit à petit, elles ont entendu parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Un groupe d'habitants est allé rencontrer des gens à Montpellier pour en savoir un peu plus. Ils ont arpenté la BD Encore des patates. Et en parallèle, la métropole de Lyon souhaitait aussi, était intéressée à mener une expérimentation de SSA, de sécurité sociale de l'alimentation. Et donc en discutant entre l'association et les élus, il a été convenu de mettre en place une expérimentation d'1 an sur le territoire du 8e. Chaque membre cotise à partir de 1 € par mois. Puis, 150 € de crédits alimentaires sont reversés numériquement à utiliser dans les commerces partenaires. Même sans smartphone, le système reste accessible grâce à une validation par mot de passe. Ici, c'est un marché hebdomadaire bio, donc c'est que des producteurs ou des vendeurs, il n'y a pas que des producteurs. Et sur ce marché, il y a à peu près une quinzaine de stands et il y en a 5 qui ont été conventionnés par la caisse. Donc c'est-à-dire que c'est des membres de Calimite qui sont allés les rencontrer, qui ont fait la démarche. Là, pour l'instant, on a 2 maraîchers bio, 2 boulangeries, un boulanger et une productrice de fromage de chèvre et de vache qui fait aussi de la viande. Ensuite, sur tout le 8e arrondissement, on a 18 lieux. C'est Clémence Fétisset. Je fais partie du comité habitant. Au total, maintenant, on est à peu près une centaine. Et sur cette centaine, donc, il y en a, c'est juste en fait des expérimentateurs. Donc, ils ne font qu'utiliser finalement l'application pour s'alimenter. Et on est une trentaine à être dans le comité donc, technique, enfin décisionnel. L'objectif de la caisse, c'est à la fois de permettre à toutes les personnes, quel que soit leur revenu, d'accéder à de l'alimentation de qualité, mais aussi aux agriculteurs locaux, plutôt bio, de pouvoir vivre un peu mieux, donc d'avoir un peu plus de revenus grâce à des clients supplémentaires.
Donc Romain de la boulangerie au Fourni des Vignes et une cliente qui m'en a parlé parce qu'elle fait partie de tout ce projet-là, nous a demandé si on était OK donc pour y participer et tout ça correspond vraiment à notre façon de voir les choses, de façon de consommer. Voilà, donc on a été vraiment emballés par le sujet. Ce sont les membres du comité Calim 8 qui ont décidé de conventionner les lieux d'achat. Mais au départ, le projet de la caisse a démarré avec 4 partenaires, Épicentre, Épicébon, la Mesa et une AMAP. Tania, cofondatrice d'Épicébon, nous parle de son lien avec le projet. Donc, je m'appelle Tania, je suis cofondatrice et coordinatrice du coup d'Épicébon, qui est une épicerie, une cantine solidaire. Notre groupement d'épiceries qui s'appelle le GESRA, le groupement des épiceries sociales et solidaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est membre cofondateur de Territoire à Vivre. Quand le projet de la Caisse de l'alimentation s'est monté, de pouvoir être associé en tant que partenaire privilégié, parce que c'était à la fois dans le sens qu'on avait, nous, de proposer une alimentation de qualité pour tous et tous, c'est ce qu'on défend. Et donc quand ce projet-là est tombé, ça paraissait évident pour nous qu'on rentrerait dans le comité technique pour travailler avec d'autres partenaires et de travailler aussi avec les habitants. Je suis vraiment une amoureuse de cette sécurité sociale de l'alimentation sur le projet. Je pense que tout le monde devrait avoir droit à pouvoir accéder à une alimentation de qualité et que ce soit universel. Ça, j'accroche une importance particulière. C'est pas parce qu'on a moins de moyens. Il y a déjà des aides pour les personnes qui ont moins de moyens. Pour celles qui en ont aussi, il y en a moins aussi. Mais de tous travailler cette solidarité conjointement, pour moi, ça a vraiment du sens. On va dire aujourd'hui, les gens dans l'incertitude, l'insécurité qui fait que on a des personnes qui sont en situation de fragilité, qui vivent dans un contexte qui n'est pas facile, de ne pas savoir si elles vont avoir ou pas des aides. Donc ça crée de l'anxiété, le système est anxiogène. Je pense que ça doit venir de chacun, de chacune. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent, il faut les engager, initier. Il faut que ce soit citoyen, il faut que ce soit une démocratie participative citoyenne. Depuis février 2025, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi visant à soutenir les expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation. Tout comme les caisses locales de santé ont mené à la création de notre sécurité sociale en 1945, le succès de ces expérimentations pourrait bien mener à la mise en œuvre d'une SSA. Merci pour cette initiative et puis d'avoir pensé à nous. On aimerait pouvoir avoir davantage la possibilité d'aller plus loin et de la tester sur un plus long terme. C'est vraiment une super expérience et on aimerait bien que ça continue. Ces 3 initiatives, qui nous incitent à réinventer notre vision du bien manger, mènent une réelle lutte au nom de la justice sociale et alimentaire. Elles ouvrent leurs portes à celles et ceux qui ont été marginalisés et créent de vrais espaces de rencontre et de réflexion populaire. Mais alors, comment passer de l'expérimentation à une conception nouvelle de notre ordre social ? Défendre ces initiatives ne revient pas à simplement rêver. Cela nous demande de faire le choix de ne pas se résigner à un système dominant qui nourrit l'exclusion et la précarité. Notre réponse résiderait dans la capacité de chaque citoyenne et de chaque citoyen à revendiquer son droit à agir, à décider et à réinventer. Notre projet Fin de justice ne se contente pas de documenter une réalité, il aspire à l'imaginer autrement. Alors osons lutter à notre manière pour ce droit à l'alimentation dans la dignité et dans son accès à toutes et tous. Et, ensemble, proposons une nouvelle manière de faire société.
choisir.